Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Molly Dattilo. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous, mais comme d'habitude, avant de commencer, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Everything's fine, Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Molly Dattilo, une jeune femme âgée de 22 ans, était une personne ambitieuse et talentueuse, poursuivant ses études à l'université grâce à une bourse amplement méritée. Elle avait choisi de suivre un cursus à l'université de l'Est du Kentucky, où elle s'était distinguée par ses performances académiques. L'université de l'Est du Kentucky est une institution publique située à Richmond. Fondée en 1906, elle offre une large gamme de programmes académiques dans divers domaines tels que les arts, les sciences, l'éducation et les affaires. Cette université est notamment reconnue pour son engagement envers l'enseignement pratique et ses opportunités de recherche, attirant des étudiants de tout le pays. Originaire de la petite ville de Madison, dans l'Indiana, Molly avait décidé de passer l'été 2004 à Indianapolis. Elle avait l'intention d'y suivre des cours d'été à l'université d'Indiana pour enrichir ses connaissances et avancer dans ses études. Durant cette période, elle avait emménagé temporairement chez son frère, qui résidait dans les Westlake Apartments, un complexe situé du côté ouest de la ville. Indianapolis, capitale de l'Est de l'Indiana, est une grande ville dynamique connue pour ses événements sportifs, sa culture et son histoire riche. Toutefois, lors de l'année 2004, Indianapolis a enregistré un taux de criminalité élevé avec un nombre notable d'homicides et de crimes violents, reflétant les défis importants en matière de sécurité publique à cette époque. Durant cette période, la population de la ville était d'environ 785 000 habitants. Le 6 juillet 2004, cette journée qui avait débuté comme toutes les autres a pris un tournant tragique lorsque Molly a mystérieusement disparu. Ce soir-là, elle participait à une fête organisée dans le complexe d'appartements où elle séjournait. C'est là qu'elle a rencontré un homme du nom de John Shelton. Ils avaient tous deux décidé de quitter la fête ensemble pour se rendre dans un Taco Bell, un choix qui semblait pourtant anodin. Après ça, ils avaient également décidé de faire un petit détour par une station-service. Malheureusement, c'est la dernière fois que quelqu'un a vu Molly, et depuis, son sort reste un mystère non résolu. Si elle était encore en vie aujourd'hui, Molly aurait 42 ans, un âge qu'elle n'a du moins jamais eu l'occasion d'atteindre publiquement. Née le 13 juin 1982, Molly Dattilo mesurait environ 1,52 m et pesait 45 kg. Elle avait de longs cheveux brun clair et des yeux noisettes, des traits qui lui donnaient un charme unique. Elle portait également des lunettes ou alors des lentilles de contact selon les occasions et les besoins, une tache de naissance distinctive de son coude droit et un pouce gauche légèrement déformé en raison d'une blessure subie durant son enfance, faisant également partie de ses particularités physiques. La nuit de sa disparition, Molly portait un t-shirt rose tie and dye à col blanc, une tenue qui reflétait sa personnalité dynamique et colorée. Cette jeune femme était très solaire, très enjouée, et partout où elle allait, elle rayonnait. La jeune femme était la plus jeune d'une grande fratrie de 9 enfants dans la famille Dattilo. Ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, la décrivaient comme une personne extrêmement ambitieuse, très sociable et dotée d'une grande confiance en elle. Ses capacités intellectuelles étaient reconnues, tout comme ses talents sportifs, en particulier en course à pied, où elle excellait parmi tous ses camarades. En plus de ses engagements académiques, Molly nourrissait une grande passion pour la musique. Elle avait suivi des cours de chant avec l'ambition de participer à l'émission télévision American Idol, espérant ainsi pouvoir partager son talent avec le monde entier. Malheureusement, ses rêves n'ont jamais eu la chance de se réaliser. Tout ce que nous savons concernant le jour de sa disparition, c'est son emploi du temps avant de ne plus jamais donner signe de vie.
Elle avait assisté à ses cours habituels avant de se rendre dans divers magasins afin d'acheter des fournitures scolaires, des articles de loisirs, ainsi qu'un jouet destiné à l'anniversaire de son neveu. Ce soir-là, aux alentours de 19h, elle avait quitté l'appartement de son frère pour déposer une demande d'emploi dans un restaurant Wendy's à proximité. En chemin, elle avait brièvement échangé avec un ami de son frère, puis avait décidé de poursuivre sa route. Plus tard, dans la soirée, Molly avait rejoint une fête dans le fameux complexe d'appartements, là où elle séjournait. C'est donc lors de cette soirée qu'elle avait fait la connaissance de John Shelton. Les deux jeunes gens ont décidé de quitter la fête ensemble, d'abord pour ramer sur un étang de rétention avec un bateau appartement au complexe d'appartements, une activité possible grâce à une clé que John avait obtenue via l'intermédiaire de son frère Benji, qui était un employé en tant qu'homme d'entretien dans ce fameux complexe d'appartements. Il s'était ensuite rendu dans un Taco Bell voisin avant de se diriger vers la station-service de Thornton. C'est à cet endroit précis que Molly avait tenté d'appeler un ami depuis un téléphone public. Mais l'appel avait été brusquement interrompu avant même que cette dernière ne puisse parler. Cette tentative de communication qui restait vaine reste le dernier signe de vie de la jeune femme. Un signe plus qu'étrange et mystérieux qui laisse encore plus de part d'ombre concernant la disparition de la jeune femme. Depuis cette nuit-là, Molly Dattilo a disparu sans laisser de traces derrière elle. Sa famille, ainsi que ses amis, continuent de chercher des réponses et de l'espoir, malgré les années qui passent sans avoir de nouvelles de cette dernière. La disparition de la jeune femme n'a malheureusement pas été immédiatement signalée aux autorités. En effet, il a fallu attendre 2 jours avant que son frère, inquiet, ne remarque qu'il y avait quelque chose de profondément inhabituel. Ça peut paraître long 2 jours, mais le jeune homme était habitué aux allées et venues fréquentes de sa sœur, en raison de son emploi du temps universitaire particulièrement chargé et de ses nombreuses sorties en ville avec ses amis. Donc, de ce fait, il n'avait pas immédiatement perçu l'absence de Molly comme étant quelque chose d'étrange. Ce n'est que le 8 juillet 2004, après une période de réflexion croissante et de préoccupation, qu'il a décidé qu'il était impératif de contacter les autorités locales afin de signaler officiellement la disparition de cette dernière. Malgré les assurances convaincantes du frère de Molly concernant le caractère préoccupant de la situation, les premières réactions de la police ont été marquées par une certaine réticence, comme ça arrive malheureusement bien trop souvent. Cette hésitation était principalement due, vous vous en doutez, au fait que la jeune femme était une adulte majeure, ce qui compliquait les protocoles habituels et les procédures à suivre en matière de personnes disparues. Les autorités, en général, étaient moins enclines à lancer des recherches intensives dans le cas des adultes qui pouvaient potentiellement choisir de disparaître de leur propre gré. Toutefois, lorsque les enquêteurs ont découvert que la voiture de Molly, son téléphone portable, son argent et ses cartes d'identité se trouvaient encore dans l'appartement de son frère, ils ont commencé à envisager des scénarios plus inquiétants et ont finalement, et heureusement, décidé de mener une enquête plus approfondie. De là, une enquête officielle a donc été ouverte et les autorités ont commencé à examiner minutieusement les circonstances entourant la disparition de la jeune femme. À ce stade, plusieurs jours s'étaient déjà écoulés depuis la nuit où l'étudiante avait disparu. La police a alors choisi de se concentrer sur un ami du frère de Molly qui avait eu une brève interaction avec elle lors de la nuit de sa disparition. Lors de l'interrogatoire de cet ami, il a été révélé que la jeune femme avait son téléphone portable sur elle ce soir-là. Cette information a particulièrement intrigué les enquêteurs car le téléphone avait été retrouvé dans l'appartement de son frère après sa disparition. De ce fait, les agents se posaient la question de savoir comment un objet personnel aussi crucial avait pu se retrouver là-bas. Les enquêteurs ont donc commencé à spéculer sur les circonstances de la présence du téléphone dans l'appartement. Ils se demandaient si Molly était éventuellement retournée chez son frère après la fête et avait laissé son téléphone portable derrière elle. Ou alors, encore pire, si cette dernière avait été enlevée, si son kidnappeur n'avait pas pu revenir dans l'appartement après sa disparition pour déposer le téléphone portable. Un autre aspect préoccupant était que l'étudiante portait la clé de l'appartement
sur une lanière qui était autour de son cou ce soir-là. Ce détail signifiait que quelqu'un, potentiellement son ravisseur, avait pu accéder à son appartement en utilisant cette clé, ce qui compliquait encore davantage l'enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a découvert que Molly avait été en compagnie de ce fameux John Shelton la nuit de sa disparition. En outre, ils ont appris que le frère de John, Benji, travaillait donc comme homme d'entretien dans le complexe d'appartements et que celui-ci avait peut-être un lien avec la disparition de cette dernière. Ces informations ont conduit les enquêteurs à essayer de retracer les mouvements de cette dernière à partir de ces nouvelles pistes. Dans le cadre de leur enquête, les autorités ont décidé de fouiller l'étang de rétention situé à proximité du complexe d'appartements, espérant y trouver des indices pertinents, espérant trouver quelque chose qui pourrait les relier à la jeune femme et, ils l'espéraient tous évidemment à ce moment-là, pouvoir la retrouver en vie. Cependant, cette opération s'est révélée infructueuse et n'a pas permis de découvrir des éléments importants pour l'affaire. Par ailleurs, les policiers ont réussi à retracer un appel téléphonique passé par Molly la nuit de sa disparition, qui avait été effectué depuis la station-service de Thornton, située au Crawfordsville Road. Cet appel a été un indice clé, mais il a aussi ajouté une couche de complexité à l'enquête en mettant en lumière les mouvements de Molly avant sa disparition. Malgré tous ces efforts pour résoudre le mystère entourant la disparition de la jeune femme, les autorités n'ont pas immédiatement intensifié leurs recherches de manière significative. Et pourtant, dès le début, on peut constater qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose d'étrange dans cette affaire, entre le fait que son téléphone se retrouve à l'appartement alors que un témoin a dit l'avoir vu avec ce fameux téléphone quelques heures plus tard au cours de la soirée, que cette dernière n'a pas été vue depuis plusieurs jours alors qu'elle fait des études supérieures, qu'elle ait tenté de passer un appel à une station-service mais que cet appel n'ait jamais rien donné. Bref, tous les indices sont là pour montrer que quelque chose d'étrange s'est déroulé et qu'il serait peut-être temps d'intensifier les fouilles. La famille de Molly a évidemment exprimé sa frustration croissante face à ce qu'elle percevait comme une lenteur dans les actions des enquêteurs. Ils estimaient que les autorités n'agissaient pas avec la rapidité et l'efficacité nécessaires. Les policiers, de leur côté, avaient rencontré des difficultés pour localiser Molly et n'avaient pas encore de suspect identifié au début de l'enquête. Le processus pour considérer Molly comme une personne disparue avait pris un temps considérable, ce qui avait entraîné une perte précieuse de temps dans les premiers jours critiques de l'enquête. Ce délai avait été d'autant plus problématique car il avait permis à de nombreux témoins potentiels, y compris les résidents du complexe d'appartements et les invités de la fête de la nuit de sa disparition, de ne pas être interrogés avant 1 an après les faits. Et 1 an, c'est super long, puisqu'on a largement le temps d'avoir oublié ce qui s'est passé cette nuit-là, ce qui s'est passé lors d'une soirée qui, pour certains, n'était qu'une soirée parmi tant d'autres, qui n'avait rien de particulier. Comme on en avait déjà parlé dans quelques enquêtes précédentes, parfois il est même compliqué de se souvenir ce qu'on a fait il y a une semaine. Je ne sais pas vous, mais personnellement, une soirée que j'ai faite il y a 1 an, je suis incapable de me souvenir de tout dans les détails, à part des détails qui me sont propres, qui me sont personnels. Si j'ai croisé une certaine fille, je peux m'en souvenir quelques jours après la soirée, éventuellement. Mais 1 an après, me souvenir des invités, de ce qu'ils ont fait, j'en serais complètement incapable. Mais heureusement, il y a tout de même un témoin qui a finalement parlé à la police bien après la disparition de Molly. Ce témoin se souvenait avoir vu Molly Dattilo en compagnie de John Shelton la nuit de sa disparition. Ils avaient été aperçus en train d'entrer dans un des appartements du complexe d'appartements, bien que le témoin ne puisse pas préciser lequel. Si la police avait interrogé les témoins immédiatement, après la disparition, plutôt que d'attendre aussi longtemps, il est possible qu'ils auraient pu recueillir des informations cruciales susceptibles de faire avancer l'enquête et de résoudre ce mystère beaucoup plus rapidement. Et ils auraient pu éventuellement savoir dans quel appartement ils se sont dirigés, pouvoir ramasser des preuves et peut-être même retrouver la jeune femme. En somme, la lenteur et les défaillances dans la gestion initiale de l'enquête ont contribué à un retard considérable dans la résolution de la disparition de Molly. Cette affaire a mis en lumière les défis liés aux procédures de recherche pour les adultes disparus et l'importance de la rapidité dans les enquêtes de personnes disparues.
Frustrée par le manque de progrès dans l'affaire de Molly, la famille Dattilo a décidé de prendre les choses en main et de mener sa propre enquête. Déterminés à ne pas rester les bras croisés face à cette situation désespérée, ils se sont tournés vers les médias afin d'attirer l'attention sur la disparition de la jeune femme. En lançant des campagnes de sensibilisation à grande échelle, ils ont espéré qu'en mettant l'affaire sur les projecteurs, quelqu'un pourrait éventuellement se manifester avec des informations cruciales sur ses allées et venues. Parallèlement, ils ont entrepris d'examiner toutes les pistes potentielles, dans l'espoir de découvrir ce qui avait bien pu arriver à Molly. Après avoir investi de nombreuses heures à enquêter minutieusement sur chaque piste, la famille de Molly est arrivée à la conclusion que les deux principaux suspects dans cette affaire étaient John Shelton et son père, Edward Shelton. Ils croyaient fermement que ces deux hommes étaient responsables de la disparition de Molly et qu'ils avaient également joué un rôle important dans sa mort. Cette conviction a été alimentée par divers éléments recueillis au cours de leur enquête personnelle, bien que ces preuves n'aient pas encore été confirmées de manière officielle. La police, quant à elle, poursuivait toujours l'enquête sur le cas de Molly, mais c'était assez lent. Elle était réticente à partager des informations avec la famille Dattilo, préférant garder les détails de l'enquête confidentiels. Cette réticence, vous vous en doutez, n'a fait qu'aggraver la frustration des proches de Molly, qui ont tenté, en vain, de présenter toutes les informations qu'ils avaient recueillies au cours de leur propre enquête. Malheureusement, leur travail acharné n'a pas produit les résultats escomptés, et les hommes soupçonnés d'avoir fait du mal à Molly demeuraient toujours en liberté. Au cours de l'enquête, la police a bien interrogé John Shelton, et ce, à plusieurs reprises. Et lors de ces interrogatoires, John a admis avoir été avec Molly la nuit de sa disparition. Il a affirmé qu'il l'avait conduite chez elle après qu'ils aient quitté la fameuse station-service. Cependant, après cette nuit-là, personne ne l'a revue. Molly n'est jamais retournée à l'université et son compte bancaire est resté inactif depuis la nuit de sa disparition. Sa voiture, retrouvée dans le parking du complexe d'appartements, contenait encore tous les articles de passe-temps qu'elle avait achetés ainsi que le cadeau d'anniversaire qu'elle avait choisi pour son neveu. En plus de ça, son CV qui était destiné au restaurant Wendy's qu'elle avait rempli était prête à être déposé. Et il n'y avait aucun signe tangible que Molly était encore en vie ou qu'elle pourrait rentrer chez elle en toute sécurité dans un avenir proche. À un moment donné, la famille Dattilo a appris de la part de leur avocat, James Spencer, que la police avait trouvé des vomissements dans la voiture de John Shelton lors de l'enquête. Cette découverte a encore plus alimenté des spéculations inquiétantes selon lesquelles, la nuit de sa disparition, Molly aurait été étranglée à l'intérieur du véhicule de Shelton et elle aurait vomi avant de mourir. Ces informations ont ajouté une dimension tragique et troublante à l'affaire, renforçant les craintes de la famille quant au sort de leur fille. La sœur de Molly, Celestra Dattilo Hoffman, a pris la parole lors d'une interview pour parler de la disparition de sa sœur cadette. Avec émotion, elle a déclaré ceci. « Je n'ai vraiment jamais imaginé que nous serions sans Molly après 10 ans. Je pense qu'elle a été tuée. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Molly avait vraiment l'impression qu'on pouvait faire confiance aux gens. C'est ce qui lui a sûrement causé des ennuis cette nuit-là. » Dans cette interview, Celestra a également décrit comment, après la disparition de Molly, elle s'était rendue à Indianapolis pour essayer de comprendre ce qui se passait. Elle a été choquée d'apprendre que la police n'avait même pas pris la peine de se rendre au complexe d'appartements Westlake où Molly vivait avec son frère. Celestra a souligné que ces premiers jours auraient été cruciaux pour tenter de retrouver la jeune femme, mais la police n'avait jamais fait grand-chose pour la rechercher efficacement à ce moment-là. Celestra ne croyait pas un instant que sa sœur avait disparu de son plein gré. En effet, sa sœur avait fait de nombreux plans pour l'avenir. Elle avait prévu de faire ses études supérieures, de se trouver un petit ami, de se marier. Cette dernière semblait heureuse et faisait des efforts considérables pour se faire de nouveaux amis dans la région. Elle avait même acheté de nouveaux articles pour ses passe-temps ce jour-là. Tout ceci indiquait qu'il était très peu probable que Molly se soit suicidée ou ait tenté de fuir sa vie. Les indices et les éléments recueillis jusqu'à présent semblaient pointer vers une autre explication, beaucoup plus sombre et tragique. Et j'imagine que, comme moi, vous pensez très certainement que John Shelton a quelque chose à voir avec sa disparition. Il s'agissait de deux théories potentielles qui avaient éveillé au cours de l'enquête. Lors d'une conférence de presse en 2007, le frère de Molly, Ben Dattilo,
a parlé de la disparition de sa sœur, et il a dit ce qui suit. Nous avons toutes les raisons de croire qu'elle a passé son dernier appel téléphonique en présence de l'homme depuis l'emplacement de Thornton. Nous ne savons pas ce qui s'est passé après cet appel téléphonique, mais c'est l'espoir le plus sincère de notre famille que d'autres puissent avoir des informations sur ce qui s'est passé cette nuit-là, ou ce qui est arrivé à Molly, ou alors où elle se trouve maintenant. Face à l'inaction de la police envers John Shelton et son père, Edward, la famille Dattilo a décidé de prendre les choses en main en attendant une action civile contre John Shelton et son père, Edward Shelton. En 2010, le tribunal a accordé à la famille Dattilo une indemnité de 3,5 millions de dollars. Ce jugement a été rendu par défaut car John et Edward Shelton avaient choisi de ne pas se présenter au tribunal ni même de fournir des explications sur la disparition de Molly. Et je me dis quand même que si ces deux personnes n'avaient absolument rien à se reprocher, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas venues au tribunal? Alors certains peuvent penser que, justement, si elles n'ont rien à faire dans cette histoire, pourquoi aller s'embêter à aller au tribunal? Ça s'entend, effectivement, mais ça me paraît quand même plus logique que, face à la justice, si tu n'as vraiment rien à te reprocher, tu te présentes, tu expliques les faits, tu sais que, techniquement, il ne t'arrivera rien. Mais ces deux hommes ne l'ont pas fait, et personnellement, je trouve ça très louche. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que c'est louche ou non qu'ils ne se soient pas présentés lors de ce jugement. En tout cas, bien que cette victoire judiciaire ait été un soulagement pour les parents de Molly, ils étaient réalistes quant à la probabilité de récupérer réellement cette somme, étant donné que John Shelton était alors incarcéré à la prison d'État de Plainfield et que l'emplacement d'Edward Shelton restait inconnu. Cette décision représentait toutefois une victoire importante pour la famille Dattilo, qui voyait là une forme de justice et espérait sensibiliser davantage le public au cas de disparition, comme celui de Molly. Par la suite, John Shelton a tenté de faire appel de la décision. Se défendant lui-même, il a présenté son argument au tribunal de manière confuse, utilisant des lois et des codes sans rapport avec le dossier. Le tribunal a jugé son appel comme étant dénué de sens et l'a donc rejeté. La famille Dattilo avait plusieurs raisons de poursuivre ce procès. En plus de chercher à obtenir justice, ils voulaient sensibiliser le public et tenir les responsables pour compte. La police n'ayant pas porté d'accusation criminelle soit contre John, soit contre Edward Shelton, la famille Dattilo avait décidé de se tourner vers la justice civile. L'objectif principal était de faire parler John Shelton sur les événements de la nuit de la disparition de Molly et de gagner un accès plus large aux preuves de l'affaire. Le juge avait ordonné à la police de transmettre toutes les preuves dans sa possession à la famille Dattilo, ce qu'ils attendaient avec impatience. Les preuves déjà disponibles avaient suffi pour convaincre le juge de poursuivre le procès contre les Sheltons. Les parents de Molly espéraient que ces informations leur permettraient enfin d'obtenir des réponses, mais la suite des événements a été décevante. Le 18 novembre 2010, le procureur du comté de Marion a informé la famille Dattilo qu'il devait abandonner les demandes d'accès aux preuves sous peine que les autorités cessent d'enquêter sur la disparition de Molly. Cette annonce a été plus qu'un choc pour la famille, qui voyait cette restriction comme une tentative de la police de cacher des informations importantes. Ils se demandaient si les enquêteurs n'essayaient pas de dissimuler la vérité ou si elle était simplement négligente. L'enquête sur la disparition de Molly avait été mal gérée dès le début. Et il était inquiétant de constater que la police semblait peu investie dans le sort de la jeune femme. Avec la perte d'un être cher, ils avaient dû faire face à leur deuil tout en poursuivant l'enquête par leurs propres moyens malgré les difficultés rencontrées. Bien que la police ait été informée de tous les éléments collectés par la famille, ces efforts n'avaient pas permis de traduire John Shelton en justice concernant la disparition de Molly. Malgré ces obstacles, la famille Dattilo a persisté dans sa quête de justice. Ils ont milité pour une nouvelle législation qui garantirait une réponse rapide et efficace pour les disparitions d'adultes considérés comme étant à haut risque. Ils savaient que les retards initiaux avaient potentiellement compromis la possibilité de résoudre le cas de Molly plus rapidement. Heureusement, la loi a été acceptée et nouvellement adoptée, connue sous le nom de loi Molly Dattilo, et a été promulguée quelques années après la disparition de Molly. Cette législation visait à améliorer les procédures et les ressources disponibles pour les cas de disparition d'adultes, en particulier ceux jugés à haut risque.
En 2013, cette loi a été mise à jour pour renforcer encore davantage les protections et les protocoles nécessaires dans de telles situations. L'année 2013 a également marqué l'arrestation de John Shelton, mais malheureusement, cela ne concernait en rien l'affaire de Molly. Il a été accusé d'un crime de classe C pour avoir conduit un véhicule malgré un permis de conduire révoqué. John a été condamné à une peine de 4 ans de prison, mais il n'a purgé qu'1 an avant d'être finalement libéré. La routine. Cet épisode a eu lieu alors que la famille Dattilo continuait de lutter pour obtenir justice pour Molly. Le 3 juillet 2014, la journaliste Nicole Pensey a pris contact avec John Shelton dans l'espoir de réaliser une interview exclusive concernant Molly. Nicole s'est rendue dans l'appartement de John, où elle a rencontré ce dernier ainsi que sa petite amie. La petite amie de John a imposé sa condition. La présence du caméraman était interdite et la caméra devait rester éteinte pendant l'interview. Nicole et son caméraman ont accepté ces conditions et ont mené l'entretien dans l'appartement de John. Au début de l'interview, Nicole a essayé d'aborder le sujet de la disparition de Molly, mais la conversation a rapidement pris une tournure plus que désagréable. John Shelton a admis qu'il avait été avec Molly ce soir-là, mais au fur et à mesure que l'interview avançait, il est devenu de plus en plus agité. Cette agitation a culminé lorsqu'il a frappé au mur de son appartement. Face à cette situation tendue, Nicole et son caméraman ont quitté les lieux, laissant l'interview inachevée. Les années ont continué à défiler sans que de nouvelles informations concrètes ne fassent surface sur Molly. Elle était toujours considérée comme disparue, bien que le cas soit devenu froid. La police n'avait toujours pas porté d'accusation contre John, ni même contre Edward, malgré les preuves accumulées. En 2017, soit 13 ans après la disparition de Molly, un juge l'a officiellement déclarée légalement morte. Les restes de Molly n'ont jamais été retrouvés et la famille a continué de vivre avec l'absence non résolue de leurs proches. Fred Dattilo, le père de Molly, est décédé en 2005 sans n'avoir jamais eu justice dans l'affaire de sa fille. Depuis la disparition de Molly, Fred avait poursuivi sa quête de réponse, même lorsqu'il est tombé malade peu de temps avant sa mort. Malgré ses efforts continus, la vérité sur le sort de sa fille lui échappait. Après la disparition de la jeune femme, sa mère, Jerry Dattilo, ainsi que ses 8 frères et sœurs, ont consacré de nombreuses années à mener des interviews pour attirer l'attention sur le cas. En 2005, la course annuelle de 5 km a été rebaptisée Molly Run en l'honneur de la jeune femme. Molly avait été très impliquée dans les activités de course à pied de son école secondaire, y compris la piste et le cross-country, et avait établi de nombreux records scolaires. Initialement, les fonds récoltés lors de cette course avaient été destinés à financer l'embauche d'un enquêteur privé pour l'affaire de Molly. Cependant, avec le temps, les recettes de la course ont été allouées à la collecte de fonds pour des bourses d'études en athlétisme. Chaque année, la course a attiré des centaines de participants avec plus d'1 millier de coureurs en 2013. Les frères et sœurs de Molly ont continué à participer à l'événement, utilisant cette occasion pour honorer sa mémoire et maintenir vivant son héritage à travers l'une de ses nombreuses passions. John Shelton, de son côté, a de nouveau été arrêté en 2019, et cette fois-ci, il a été accusé de vol à main armée, de cambriolage avec une arme mortelle et de possession illégale d'armes à feu. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a également été arrêté pour trafic de méthamphétamine. John a donc été incarcéré en attendant son procès. Le 20 juillet 2020, John Shelton a été jugé pour ses accusations de drogue, d'armes à feu et de vol qualifié. Le jury a mis 2 heures à délibérer avant de rendre un verdict de culpabilité sur presque toutes les accusations. L'audience de détermination de la peine s'est tenue le 13 août 2020. À ce moment-là, il a été noté que John n'avait pas payé l'indemnité due à la famille Dattilo dans le cadre du procès civil, une note quand même qui s'élevait à 3,5 millions de dollars. Ce dernier a donc été condamné à une peine de 26 ans de prison au département correctionnel de l'Indiana, avec une date de sortie estimée pour 2040. Bien que John Shelton n'ait jamais été jugé pour la disparition de Molly, il est tout de même rassurant de savoir qu'il purgera une longue peine pour ses autres crimes, et peut-être qu'avec le temps, il finira par avouer avoir fait du mal à Molly. Après, peut-être qu'on se trompe tous et que cet homme n'a rien à voir avec la disparition de Molly, mais personnellement, tout me pointe également vers cet homme, même si comparé à la famille de la victime, je n'ai aucune preuve, je n'ai pas eu accès à tout ceci,
Mais j'imagine que si tous les soupçons pointent vers lui et qu'en plus de ça, les preuves qu'ils ont récoltées pointent vers lui, il n'y a aucune raison pour que ce soit quelqu'un d'autre que John Shelton le coupable de la disparition de cette jeune femme. Ce qui est certain, c'est que Molly n'a clairement pas disparu de son plein gré. Elle n'a pas décidé de recommencer une nouvelle vie ailleurs alors qu'elle avait tant de projets. Et ça me fait d'ailleurs penser à une affaire que je vous ai racontée il n'y a pas si longtemps que ça, que je vous mets juste ici, où Paul a réussi à fuir ses responsabilités et à rester caché pendant de longues années sans se faire emprisonner pour le meurtre d'une jeune femme. Et pourtant, presque 40 ans après, il a finalement été arrêté et s'est retrouvé en prison pour le meurtre qu'il avait commis. Donc peut-être que pour Molly, ça se passera comme ça. Peut-être que dans 10, peut-être 20 ans, on saura enfin la réalité sur ce qui est arrivé à la jeune femme. Personnellement, je ne perds pas espoir et j'espère que peut-être que pour un accord par exemple, John Shelton finira par avouer son crime et que la famille pourra enfin faire son deuil en paix. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue pour vous et n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi que John Shelton a quelque chose à voir avec la disparition de Molly ou peut-être que vous pensez que ça n'a rien à voir, qu'elle est peut-être ressortie après qu'il l'ait déposée chez elle et que à ce moment-là elle a rencontré une personne qui lui a voulu du mal. Finalement, c'est également possible, même si, personnellement, je n'y crois pas du tout. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Merci à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!